Et je cède la parole à Richard de Sèze, comme d'habitude, pour cet entretien. Merci Liselotte. Bonjour à tout le monde, une fois de plus, et surtout bonjour à Mériadec Raffray qui nous rejoint. Bonjour Liselotte, bonjour Richard. Voilà, vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Monde, et on a aujourd'hui un programme chargé puisque on va parcourir 3 continents, en commençant par les 2 élections dont vous nous parliez la semaine dernière, donc les élections de mi-mandat de Javier Milei et ces élections présidentielles en Afrique. C'est ça, Le Monde Autrement, Richard, sur Radio Courtoisie. Commençons peut-être effectivement par les législatives en Argentine. C'est ce dimanche dernier, ce dimanche 26 octobre. Effectivement, contrairement à ce que laissaient penser les sondages et, je dirais, l'affolement des marchés financiers argentins quelques semaines avant cette échéance de mi-mandat, mais également en fait les premiers sondages sortis des urnes à la suite des élections locales du 7 septembre dernier dans la province de Buenos Aires qui avait été très défavorable pour le parti de Milei. Celui-ci donc crée la surprise, il a concédé lui-même en disant le score que j'ai fait dimanche était quasiment inespéré puisque son parti, la Liberté Avance, la Libertad Avanza, réalise un score de 41% des voix face à une gauche péroniste qui est écrasée, qui a atteint à peine 30%. Ça lui permet de multiplier par 2 ou par 3, quasiment par 3 en fait, le nombre de ses députés à l'Assemblée nationale et le nombre de ses sénateurs. 80 à peu près députés à l'Assemblée nationale sur 257. Ce qui, avec ses partenaires, devrait lui concéder quasiment, pas tout à fait, mais une quasi-majorité relative. Donc ça va vraiment changer en fait le paysage politico-institutionnel pour Javier Milei, qui a été élu, je le rappelle, en décembre 2023, sortant de nulle part, en quelque sorte, c'est-à-dire n'appartenant pas à la caste des politiciens argentins, un économiste que j'appelle l'économiste rocker. J'avais un peu expliqué la manière dont il avait fait campagne et on voit là que je pense qu'il a séduit ou en tout cas il fait ses plus gros scores chez les jeunes, en particulier ceux qui veulent vraiment sortir en fait des années du péronisme et de la faillite argentine. Il fait également des scores chez ceux qui sont attachés à la relation américaine de l'Argentine et il bénéficie du gros coup de main, du gros soutien politico-financier de Donald Trump qui a promis à l'Argentine, si elle votait correctement, à la manière de Trump, à savoir si elle votait à nouveau Milei, d'aider l'Argentine à hauteur de 40 milliards de dollars sous différentes formes que je ne vais pas décrire maintenant. On y reviendra plus tard. C'est donc une belle victoire pour Milei et qui l'oblige à faire ce que lui suggérait publiquement Donald Trump aujourd'hui, c'est-à-dire de laisser tomber la tronçonneuse pour élargir ses coalitions et travailler à nouveau avec les gouverneurs. Du reste, 14 provinces sur 24, je crois, ont voté Milei. Donc c'est bien parti pour la deuxième partie de Milei, le libéral libertarien. Voilà. Parfait. Donc ça, voilà, ça avait déjoué les sondages. Par contre, il y a des sondages qui n'ont absolument pas été déjoués. C'était la manière dont Ouattara était à peu près assuré d'être réélu dans son fauteuil. Voilà, Papa a à nouveau triomphé. Papa, c'est le surnom que lui donnent les Ivoiriens. Il a triomphé comme jamais d'ailleurs, puisque il est quasiment à un score de 90% à la suite du dépouillement de la présidentielle de dimanche dernier. Je rappelle qu'il briguait un 4e mandat, il a 83 ans. C'est une victoire qui était attendue pour le coup, que le contraire aurait été vraiment surprenant. Les Ivoiriens ont plébiscité, donné une prime à celui qui a rétabli la stabilité économique et politique de la Côte d'Ivoire, comme je l'avais illustré, expliqué la semaine dernière. Maintenant, le véritable enjeu de cette élection, c'est ce que j'avais aussi esquissé la semaine dernière, c'est comment Ouattara va-t-il s'organiser pour passer le Manche. Ouattara, en fait, les gens qui le connaissent le savent, il est malade, il a un cancer, il est soigné régulièrement en Europe et il a 83 ans. Et donc, voilà, toute la question de ça maintenant, qui va-t-il choisir comme Premier ministre, comme je crois qu'il y a un vice-président, il me semble-t-il aussi. Bref, quel signal va-t-il envoyer à la Côte d'Ivoire pour la suite et pour la transmission du pouvoir?
c'est finalement plutôt quelque chose qui est plutôt positif. On verra ce qui va se passer. Contrairement à la troisième présidentielle, donc qu'on peut évoquer rapidement, c'est le Cameroun. Voilà. Et là, ça se passe, c'est tendu. Là aussi, Paul Biya, 92 ans, arrivé au pouvoir à Yaoundé en 1982. Oui, 1982. C'est son 8e mandat, je crois. J'ai pas compté. Emmanuel est jaloux. Oui, exactement. Le Conseil constitutionnel camerounais l'a crédité officiellement de la victoire avec 54,8% des voix. Excusez du détail. Contre 35,19% pour son principal opposant et ancien ministre d'ailleurs, qui avait démissionné 6 mois avant la présidentielle du gouvernement, Issa Chiroma, qui est l'homme fort du nord de la province de Garoua, qui est le fief musulman, qui était aussi celui de Biya, mais Biya était catholique. Celui-ci conteste les élections. La tension est montée en flèche ces derniers jours dans les grandes métropoles du Cameroun, à Yaoundé, à Douala, le grand port sur le golfe de Guinée, mais également donc dans le fief du Perdant, enfin officiellement à Garoua. On a l'armée, les forces de police sont déployées de manière massive dans le pays. Il y a on sait qu'il y a eu plusieurs heures déjà et émeutes et tirs à balles réelles de la police. Les choses pourraient dégénérer dans les heures qui viennent. À suivre. La suite de l'élection au Cameroun. Voilà pour ce tour du monde rapide des dernières présidentielles. On peut même y ajouter la victoire de la très gauchiste présidente en Irlande ce week-end. Catherine, le nom m'échappe, j'avais oublié de réviser avant de venir. Voilà, et qui parle celte, mais qui à côté de ça, effectivement, est particulièrement... qui parle aussi le palestinien et l'anti-OTAN. Ouais. Voilà, mais c'est intéressant. On aurait pu aussi parler du Japon avec cette première ministre nationaliste. C'est très amusant. Sur le Japon, juste une parenthèse, oui. Tous les journaux français célèbrent le fait qu'une femme soit arrivée en tête au Japon et donc ils se délectent de la chose, sachant qu'elle a un programme qui ferait pâlir en fait l'étoile de Marine Le Pen en matière de préférence nationale et ce genre de choses. Donc, oui, alors il faut toute proportion étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que l'histoire du Japon avec l'immigration n'a rien à voir avec la nôtre. J'écoutais une femme de la rédaction de Valeurs Actuelles qui rentre du Japon et qui me disait on voit aujourd'hui quelques personnes voilées dans les rues des grandes villes du Japon, mais on n'en voyait pas il y a 10 ans, mais c'est quelques personnes. Et cela suffit effectivement à provoquer en fait une véritable levée de bouclier au Japon contre l'immigration, évidemment exogène, c'est-à-dire notamment musulmane. Voilà, mais comme ça se passe au Japon, et du coup les journalistes français n'ont pas les mêmes œillères. On va surtout parler de ce qu'on avait promis aux auditeurs. On a l'impression que dans la foulée de ce qu'il a réussi à faire en Israël, qui encore est une paix fragile, mais qui néanmoins est une avancée décisive, Donald Trump a décidé là aussi de passer à la vitesse supérieure dans ses négociations de très longue durée avec Vladimir Poutine. Alors je vais essayer effectivement d'analyser et de synthétiser en fait surtout ce que l'on observe en fait depuis, alors effectivement vous avez raison, Gaza est en fond de tableau, mais disons depuis le 16 octobre jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai intitulé cette petite analyse, hein, donc le bras de fer se durcit sérieusement entre la Russie et les États-Unis. Je vais essayer d'expliquer et d'apporter quelques éléments d'analyse dans cette situation, et je préviens par avance les auditeurs dans cette situation qui est absolument extrêmement mouvante, où la guerre de l'information est à nouveau bat à nouveau son plein, et il est parfois difficile en fait de véritablement comprendre les motivations des uns et des autres. Cette précaution faite, je referme la parenthèse et je voudrais revenir au 16 octobre. Le 16 octobre dernier, 2 heures un peu plus de conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Conversation téléphonique dont on comprend aujourd'hui qu'elle a été possible dans la foulée de Gaza. Autrement dit, Trump a réussi la première étape de cette négociation à Gaza, qui aujourd'hui, Richard, patine assez sérieusement. Cette négociation, donc cette trêve, elle est saluée par le monde entier, y compris par Vladimir Poutine, qui attendait véritablement une action en fait de Donald Trump dans cette région où il ne compte finalement que des amis ou des alliés ou des partenaires. Vladimir Poutine, à la différence d'autres, il est ami avec Netanyahou, il est proche
allié des monarchies pétrolières du Golfe Persique, et il a également des sympathies historiques pour la cause des Palestiniens. Donc lui, plus que peut-être encore que tout autre, avait intérêt à ce que l'on trouve une négociation. Donald Trump prend son téléphone, il parle 2 heures et demie avec Vladimir Poutine, et dans la foulée, il explique que de grands progrès ont été réalisés durant cette conversation et qu'ils vont pouvoir organiser un second tête-à-tête. Le premier, c'était en Corrège le 15 août dernier, donc en Alaska. Et là, c'est Donald Trump dit même, alors c'est pas très clair, on sait pas très bien, on croit comprendre que c'est Donald Trump qui dit d'ailleurs, on va choisir l'endroit, ce sera Budapest, en Hongrie. Budapest en Hongrie, c'est-à-dire chez l'ami Viktor Orban, l'homme qui joue les intermédiaires pour favoriser les négociations de paix en Ukraine. Et d'ailleurs, aussitôt, ce dernier déclare, si l'Europe veut être une paix véritable, ses plans de guerre doivent être abandonnés, tout doit être repensé. Il est temps pour l'Europe de s'engager dans la voie du bon sens. Viktor Orban est une voix solitaire dans le concert des nations européennes. Il est le seul, officiellement, je dis bien officiellement, à prôner en fait la négociation plutôt que l'escalade. Et d'ailleurs, l'année dernière, lorsque j'avais interviewé son excellent ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, il m'avait révélé dans les colonnes de Valeurs Actuelles que la Hongrie avait offert dès février 2022, dès les premiers jours de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le gîte et le couvert en quelque sorte aux négociateurs ukrainiens et russes à Budapest pour essayer de trouver les voies d'une négociation à ce conflit qui démarrait. Et on connaît la suite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où Donald Trump lance l'idée de cette rencontre à Budapest, reprise évidemment et, accréditée par Vladimir Poutine, puisque Viktor Orban a cette particularité qu'il est l'ami de Trump et l'ami, ou en tout cas il parle, le partenaire de Vladimir Poutine. Orban sort du dernier sommet de l'Union européenne dans lequel on a essayé de pousser et de concrétiser le plan qui permettrait aux Européens de confisquer, entre guillemets, les avoirs russes détenus par la banque Euroclear en Belgique. Ce sont des obligations qui arrivent à échéance. Il y en a à peu près pour 185 milliards d'euros. Et l'idée serait de pouvoir les confisquer l'idée serait de les confisquer pour gager cet argent en contrepartie d'un prêt qui serait réalisé par l'Union européenne à l'Ukraine, qui serait à peu près du même montant, pour aider financièrement l'Ukraine pour les années 2026-2027. Et en fait, il y a urgence, puisqu'on sait aujourd'hui que l'argent prêté, le dernier prêt réalisé par l'Union européenne, 50 milliards d'euros, gagé sur cette fois sur les intérêts des avoirs de ces avoirs russes, 50 milliards d'euros à peu près, est quasiment épuisé, et il y a urgence, et c'est pour ça que les Européens sont relativement fiévreux et agressifs, c'est qu'ils savent que demain, s'ils ne trouvent pas une solution pour emprunter de l'argent sans faire les poches de leurs contribuables, il va y avoir un vrai problème pour l'Union européenne. On en est à ce moment-là. Cette histoire de prêt, évidemment, n'a pas abouti, puisque notamment la Belgique a expliqué qu'elle voulait des garanties absolument solides. Le Premier ministre belge a même dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, les actifs gelés n'avaient jamais été récupérés d'une manière ou d'une autre, et que ce serait vraiment une première. La Banque Centrale Européenne a dit, si vous faites ça, messieurs, c'est la crédibilité de la place européenne qui sera affaiblie. Et d'ailleurs, au printemps dernier, lorsque cette idée avait été lancée, les Saoudiens avaient clairement envoyé un message aux Européens en disant « Si vous confisquez ces avoirs qui ne vous appartiennent pas, vous prenez le risque que les capitaux étrangers, et en particulier évidemment du Golfe Persique, quittent la place européenne pour aller en Asie du Sud-Est. » Discussion reportée à la fin septembre, mais il y a urgence. Quelques jours plus tard, patatras, la rencontre de Budapest est reportée au calendrier grec sine die. Les Hongrois expliquent que non, pas du tout, on continue à négocier, que ça va se faire, mais clairement, cette rencontre qui était présentée comme imminente, dans les 15 jours, avait dit Donald Trump, on comprend bien que les choses vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. Je cite à nouveau cet excellent ministre des Affaires étrangères hongrois qui dit ceci:
Dès l'annonce de la rencontre, il était évident que beaucoup feraient tout leur possible pour l'empêcher. L'élite politique belliciste et ses médias se comportent toujours de la sorte avant des événements qui pourraient s'avérer décisifs entre la guerre et la paix. C'est la même chose avant presque chaque réunion du Conseil européen, avant les décisions sur les sanctions ou sur la facilité européenne pour la paix. Rien de nouveau sous le soleil, il en ira de même cette fois-ci, tant que le sommet n'aura pas réellement, le sommet russo-américain n'aura pas eu lieu, attendez-vous à une vague de fuites, de fausses informations et de déclarations affirmant qu'il n'aura pas ou jamais lieu. Pourquoi est-ce que Trump paraît avoir fait marche arrière ? Alors, avant de répondre, d'avancer dans l'analyse, je voudrais juste, pour créditer les propos du ministre Szijjártó, citer la réaction officielle de notre ministre des Affaires étrangères, votre bien-aimé Jean-Noël Barrot, Richard, celui que vous aimez parmi tous. Voilà. Je le cite. Il répond. Il réagit à cette rencontre. La présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'aura de sens que si elle permet, écoutez bien, d'acter un cessez-le-feu immédiat et sans conditions. Comme si la France, Richard, c'est moi qui commande cette fois, avait les moyens de dicter ces conditions à une Russie qui, l'a dit, l'a répété, n'écoute plus les Européens et ne veut traiter que d'égal à égal avec la puissance qui est à son niveau, c'est-à-dire les États-Unis, en ce qui concerne les questions de paix et de guerre. Ce narratif européen ne reflète, est-ce que c'est la réalité, on en rediscutera, mais ce narratif européen ne reflète effectivement aucune volonté de négocier en réalité avec la Russie. Et d'ailleurs, les responsables français se défendent, disent non, on veut bien négocier. Mais ils disent aujourd'hui, en off, mais c'est ce qu'on comprend derrière les propos, c'est que la Russie, disent-ils, ne comprend que le rapport de force, qu'il faut la dissuader, c'est-à-dire ne pas faire comme en 2022, mais véritablement la dissuader aujourd'hui pour obtenir ce que l'on veut et éviter que ce soit elle qui dicte ses conditions de paix. Voilà un peu le fond de tableau. Et pour ajouter ce fond de tableau, les Européens estiment aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025, que nous sommes à nouveau dans une année charnière pour l'économie russe, dont la croissance effectivement a fortement ralenti après 3 ans de surchauffe. Ils y voient, les Européens, un signal fort en fait que les sanctions occidentales commencent à vraiment faire du mal à la Russie et que donc plus ça va aller, plus la Russie va réfléchir bientôt à 2 fois avant de s'entêter dans cette guerre qui lui coûte de plus en plus d'argent. Ce serait en quelque sorte la version sérieuse du « nous allons mettre l'économie à genoux » de Bruno Le Maire en mars 2022. Et j'en viens à votre relance, Richard. La nouveauté, cette fois, c'est que pour la première fois, il semble qu'il soit rejoint sur ce point par Donald Trump. C'est là où ça devient complexe. Et je dirais même pire, Donald Trump inscrit brutalement dans la liste noire du Trésor américain, c'est-à-dire toutes les entités morales ou physiques, les personnes ou les entreprises avec lesquelles les États-Unis que les États-Unis bannissent en fait de leur relation, c'est-à-dire qu'ils lancent une fatwa, une interdiction aux entreprises américaines et occidentales qui utilisent le dollar, donc sensibles aux sanctions américaines, de travailler avec elles. Et là, Donald Trump, officiellement, inscrit sur la liste noire 2 grosses compagnies russes qui s'appellent Lukoil et Rosneft. Lukoil et Rosneft, globalement, pour faire simple, sont à la tête d'empires qui produisent quasiment la moitié du pétrole russe, qui pompent la moitié du pétrole russe et qui exportent la moitié en fait du pétrole russe vendu à l'étranger. Donc ce sont des monstres et qui sont vitaux évidemment pour l'économie russe. C'est un signal cette fois carrément agressif, à l'opposé d'ailleurs de la philosophie qui avait présidé en février dernier à la reprise des pourparlers officiels entre la Russie et les États-Unis sous l'égide du Saoudien Mohammed Ben Salman à Riyad. L'idée alors, officiellement, était de solder les comptes du passé et de négocier de nouveaux partenariats gagnant-gagnant, notamment sur la question des affaires, les minerais, les métaux rares, les hydrocarbures qui sont en fait le sang de l'économie du XXIe siècle avec les données.
essayons de comprendre un peu ce revirement en fait de Donald Trump qui parfois est un peu compliqué à suivre, même si on peut décerner quand même des lignes forces derrière ces virements de bord. En fait, Moscou, il y a 15 jours, 3 semaines, avait haussé le ton lorsque Donald Trump déjà était un peu sorti du bois en disant « Nous pourrions envoyer des Tomahawk, les fameux missiles Tomahawk, à l'Ukraine ». Et là, Moscou avait durci le ton, en sachant très bien par ailleurs qu'il était quasiment impossible à Donald Trump de livrer des Tomahawks à l'Ukraine pour 2 raisons. La première, c'est que les Tomahawks sont une arme rare pour les États-Unis et qu'elles préfèrent le garder. Elles ont très peu de volants pour en donner à d'autres. Et d'autre part, le Tomahawk, jusqu'à preuve du contraire, se lance à partir de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, à partir de frégates de combat, ou bien à partir d'avions de combat américains. Donc si vous n'avez pas ces vecteurs-là, en Ukraine, c'est juste pas possible de les utiliser. Là, en fait, il passe à l'offensive sur un champ décalé, l'économie. C'est son champ de prédilection. Et là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il franchit un cap supplémentaire dans l'escalade auquel Moscou ne peut véritablement cette fois répondre directement. Et en faisant ça, en fait, c'est un risque calculé. C'est un risque calculé et on voit bien que Trump, en fait, agit là comme il fait d'habitude sur plusieurs tableaux à la fois. Il met la pression officiellement sur la Russie, mais également sur l'Inde et la Chine. Vous savez que l'Inde et la Chine sont les principaux acheteurs d'un pétrole russe à prix cassé. Ils profitent en fait des sanctions internationales qui limitent en fait le prix auquel vous pouvez acheter le pétrole sur les marchés étrangers pour avoir des ristournes et pour récupérer ce pétrole. Et le recycler en fait, parce qu'ils l'achètent mais ils le recyclent. Voilà, et nous sommes tous en train d'acheter du pétrole russe. Pétrole qu'ils raffinent dans leurs énormes raffineries, je pense notamment à l'Inde, et qu'ensuite ils nous revendent avec évidemment une marge multipliée par 2 ou par 3. Et savez-vous Richard, qu'aujourd'hui, très peu de gens le savent, c'est l'Inde qui fournit principalement l'Ukraine en pétrole raffiné. Donc, ce qu'est en train de faire Trump, c'est que politiquement, il envoie un signal à la Russie. Ce signal correspond à ce que souhaitent les Européens, deuxième signal politique. Et au passage, il est en train de négocier des droits de douane supplémentaires avec la Chine et l'Inde. Et il met la pression sur la Chine et l'Inde en leur disant, messieurs, si demain vos compagnies continuent d'acheter du pétrole à la Russie, vous serez sanctionnés si vous le payez en dollars. Accessoirement de l'accessoirement, si je puis dire, il joue un peu contre son camp puisqu'il va conduire ceux qui veulent continuer à acheter du pétrole russe à ne plus payer en dollars, mais en yuan, en monnaie de ce que vous voulez, en crypto-monnaie. Et donc, il risque d'accélérer le phénomène qui s'esquisse de dédollarisation du marché du pétrole mondial, ce qui est un jeu assez dangereux. En réalité, la marge de Donald Trump est assez faible. Pourquoi ? C'est une question économique. Je vais essayer de le résumer en quelques minutes. Si le prix du baril, en faisant ça, il se met en condition pour restreindre le volume du pétrole russe sur les marchés mondiaux. Or, on sait que le volume du pétrole russe, c'est à peu près 10% du pétrole vendu dans le monde, c'est énorme. Et donc, si vous touchez à ce volume-là, automatiquement, il y a un signal sur les prix. C'est ce qui s'est passé. Envolé de 5% du baril de l'Oural, ces derniers jours, on va voir si ça continue, le prix monte. Il ne peut pas monter trop fort le prix, sinon ce sont les électeurs de Trump qui vont lui en vouloir. Rappelez-vous ce que disait Trump sur les estrades électorales. Drill, baby, drill. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire il faut encore plus forer, il faut aller chercher du pétrole pour inonder le marché de pétrole et faire baisser les prix. Le prix de l'essence, du gallon d'essence à la pompe américaine a explosé ces dernières années à la fin du mandat de Biden et c'était une raison de la colère des consommateurs américains contre les démocrates. Première chose. Deuxième chose, Trump, en fait, compte sur un vase de compensation, à savoir un signal envoyé par l'OPEP+, c'est-à-dire les principaux producteurs de pétrole, pour ouvrir davantage le robinet des producteurs de pétrole et augmenter la quantité de pétrole mise sur le marché. On sait déjà aujourd'hui que cette quantité de pétrole, elle est supérieure aux besoins du marché. Et donc ça, c'est un signal pour que les prix baissent.
Ça correspondrait donc davantage à ce que souhaite Donald Trump. Mais là aussi, Donald Trump est coincé. C'est quoi son problème? C'est qu'il ne peut pas laisser descendre les prix du pétrole trop bas au risque d'envoyer tous ces producteurs de gaz de schiste américains à la faillite. Ces derniers ont un coût d'exploitation minimale qui est bien supérieur au coût d'exploitation minimale du pétrole en Russie et pire encore en Arabie Saoudite, je crois c'est 2 à 3 dollars le coût d'exploitation du brut. Donc vous voyez que la décision qu'a pris en fait Trump est un espèce de risque calculé et je crois comme d'habitude qu'il essaye de tirer les bénéfices sur un ensemble d'échiquiers sur lesquels il manipule des pions en même temps. Sa décision évidemment ennuie la Russie. Mais jusqu'à présent, ce que l'on a vu, on verra à la suite, jusqu'à présent ce qu'on a vu, c'est que toutes les sanctions occidentales qui visent l'économie russe et le pétrole russe ont été largement contournées par les Russes. Et si l'on prend le pétrole et le gaz naturel en particulier, ceux-ci ont, multiplié les sociétés écrans en cascade dans le monde entier pour masquer en fait leur transition de pétrole. Ils se sont dotés de la fameuse flotte fantôme de tankers qui en fait n'est pas du tout fantôme, elle n'est pas simplement pas réassurée par l'Alliance. Elle est identifiée, mais elle n'est pas réassurée. Non, elle n'est pas identifiée comme étant russe, c'est ça que je voulais dire. Voilà, exactement. Mais ce sont des pétroliers qui battent pavillon et voilà et qui continuent à faire leurs transactions. Et par ailleurs, je le disais tout à l'heure, la Russie, par exemple, l'Inde aujourd'hui achète du pétrole en yuan, donc n'utilise plus le dollar. Et donc, sauf surprise, moyennant un coût supplémentaire, le jeu, la musique russe devrait continuer à jouer, voire même à s'amplifier. Trump est convaincu depuis longtemps que la guerre est perdue en Ukraine. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, il l'a dit à Volodymyr Zelensky en février dans le bureau ovale, devant toutes les caméras du monde. Il a dit « Vous n'avez pas les cartes, vous avez eu le tort de penser que vous pourriez un jour vaincre la Russie, ce n'est juste pas possible. » Je pense qu'il tergiverse pour tenir compte de ceux qui ont intérêt à ce qu'elle se poursuive, cette guerre. Et autour de lui, il y a tout un lobby de gens qui ont intérêt à cela. Je pense notamment à ce qu'on appelle un peu familièrement l'État profond, c'est-à-dire les néoconservateurs qui sont aux manettes, aux commandes dans tout un tas d'institutions publiques, fédérales, notamment les agences de renseignement, les grands think tanks internationaux, les grands think tanks américains, mais également voilà. Mais Trump est également tenu par les Européens. Il ne peut pas conclure un deal facialement sans que les Européens soient intégrés à ce deal. Et c'est là où on devine par ailleurs que je crois que le sujet de fond, c'est que les négociations, il n'y a pas de négociation entre Trump et les Européens. En revanche, il y a une négociation avec les Russes, celle-ci se durcit, et on reviendra un peu plus tard sur cette négociation. C'est ça le point fondamental, et moi j'y vois plutôt dans ce durcissement un point de le fait que les négociations pourraient bientôt aboutir. Merci beaucoup Mériadeck Raffray, et effectivement, suivons le dossier.